À 8h33, les alertes retentissent dans tout le centre d'Israël. Tel Aviv est dans le collimateur. L'Iran vient de tirer un nouveau missile balistique, et cette fois, ce n'est pas un tir ordinaire. Les premières évaluations de Tsahal, relayées par le correspondant militaire du Times of Israel Emmanuel Fabian, sont sans ambiguïté, le missile transportait une ogive à fragmentation. Une arme conçue non pas pour détruire un point précis, mais pour disperser des sous-munitions sur une zone étendue, maximisant les dégâts sur une population. Des impacts de sous-munitions sont immédiatement signalés dans 3 villes de la banlieue de Tel Aviv, Bnei Brak, Ramat Gan et Petah Tikva. Sur les réseaux sociaux, des images circulent en temps réel et plusieurs voitures en feu, des rues jonchées d'éclats métalliques. Dans un premier temps, et c'est presque un miracle, aucun blessé n'est signalé. Mais le message envoyé par Téhéran est clair, nous pouvons frapper au cœur de votre pays, dans vos villes, chez vous. La réponse israélienne ne se fait pas attendre. À 8h24, Tsahal annonce avoir mené une nouvelle série de frappes contre des cibles du régime iranien à Téhéran. Le cycle infernal de l'escalade se poursuit, heure après heure, coup après coup. Et ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Dès l'aube, l'armée israélienne avait déjà frappé des infrastructures militaires à travers la capitale iranienne. Dans la nuit, selon des médias iraniens, des explosions avaient secoué la ville, provoquant des coupures de courant après la destruction d'un poste de transformation à l'est de Téhéran. Le courant a depuis été rétabli, mais les stigmates de la guerre s'accumulent. Pour comprendre l'ampleur de ce que mène Israël, il faut avoir en tête ce chiffre vertigineux annoncé la veille. En 24 heures seulement, l'armée de l'air israélienne a frappé 170 cibles en Iran, en utilisant environ 400 munitions. 170 cibles. En une seule journée. Parmi elles, des usines de production d'équipements militaires, des sites de recherche sur les armements, et annonce particulièrement significative d'une quarantaine d'installations situées à Téhéran, dont une chaîne de fabrication de missiles solaires à longue portée. Tsahal a également revendiqué une frappe contre l'université Imam Hossein, qu'elle décrit comme l'université militaire principale du corps des gardiens de la révolution islamique, affirmant que sous couverture civile, des activités de recherche sur des armements de pointe y étaient menées, et que plusieurs pays avaient imposé des sanctions à cet établissement. Et comme si cela ne suffisait pas, dans la journée du 30 mars, des médias israéliens avaient également signalé un impact sur la raffinerie de pétrole d'Haïfa, la plus importante d'Israël après une attaque iranienne, avec des images montrant un épais panache de fumée noire s'élevant au-dessus de la zone industrielle. La semaine précédente, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait publié ses conclusions après analyse d'images satellites. Le site de Kondab, anciennement connu comme le réacteur d'Arak, a subi de graves dommages et n'est plus opérationnel. L'AIE a précisé que l'installation ne contenait aucune matière nucléaire déclarée au moment de la frappe. Tsahal avait de son côté présenté ce site comme un site clé de production de plutonium pour armes nucléaires. Et l'Iran, pour la première fois depuis des années, a laissé entendre que la question d'une sortie du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires se posait désormais publiquement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmail Bagaï, a soigneusement maintenu l'ambiguïté. La République islamique n'a jamais cherché et ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires, a-t-il déclaré, avant d'ajouter immédiatement que l'adhésion au traité suscitait un vrai débat au sein de l'opinion publique et au niveau parlementaire. Ce n'est pas une confirmation. Mais ce n'est pas non plus un démenti. Et dans le vocabulaire de la diplomatie, cette formulation en dit long. Pendant ce temps, sur le front libanais, la situation n'est pas moins grave. 4 soldats israéliens ont été tués cette nuit dans des combats au sud du Liban. 3 d'entre eux appartenaient à une brigade de reconnaissance et sont tombés au combat. Un 4e a perdu la vie dans des circonstances dont le nom ne peut être rendu public dans l'immédiat. 2 autres soldats ont été blessés. Ce bilan porte à 10 le nombre de militaires israéliens tués depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah, le 2 mars dernier. Une reprise des combats qui s'accompagne d'une extension des ambitions territoriales israéliennes. Le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich, figure de l'extrême droite du gouvernement, a exprimé publiquement le souhait que le fleuve Litani, situé dans le sud du Liban, devienne la nouvelle ligne de démarcation sécuritaire avec Israël. Une déclaration explosive qu'il a présentée non comme une ambition militaire, mais comme une promesse faite à nos citoyens, aux habitants de Kiryat Shmona, Metula, Shlomi et de toutes les colonies frontalières qui, cette fois, rentrent chez eux pour y rester. Mais au cœur de ce front libanais se joue une autre crise, d'une gravité diplomatique exceptionnelle, celle des casques bleus de la finule. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a annoncé lundi la mort de 2 de ses soldats dans une explosion d'origine inconnue qui a détruit leur véhicule près de Bani Hayan.
Un troisième a été grièvement blessé, un quatrième atteint. La veille, un premier casque bleu indonésien avait déjà été tué par l'explosion d'un projectile d'origine inconnue dans la zone frontalière. 3 casques bleus indonésiens tués en moins de 48 heures. Jakarta a exhorté les parties belligérantes à respecter le droit international humanitaire et assurer la sécurité du personnel de maintien de la paix. Mais l'enchaînement des événements est encore plus troublant que le bilan seul. Le samedi 28 mars, soit 2 jours avant ces morts, 3 incidents distincts avaient impliqué le contingent français de la FINUL et l'armée israélienne dans la zone de Nakura. D'abord, le matin, des soldats israéliens stationnés au nord de Nakura ont pointé leurs armes sur le général Paul Sanzet, chef d'état-major de la FINUL, et son assistant qui revenait de Beyrouth, leur intimant l'ordre de quitter les lieux. En milieu de journée, des militaires de Tsahal ont tiré sur un convoi logistique conduit notamment par des militaires français en mission de ravitaillement. En fin d'après-midi, le chef de corps de la force commandée réserve une force de réaction rapide armée par un bataillon franco-finlandais a été visé par un tir de Merkava, un char israélien. Aucun de ces incidents n'a causé de blessés. Mais leur répétition a déclenché une réaction diplomatique en chaîne. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a condamné les incidents avec la plus grande fermeté, les qualifiant d'atteinte à la sécurité et d'intimidation de la part de soldats de l'armée israélienne à l'encontre de personnels onusiens, qu'il a jugés inacceptables et injustifiables. Il a officiellement demandé la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réunion doit se tenir aujourd'hui, à 15 heures, à New York. L'Espagne, de son côté, a annoncé avoir convoqué la chargée d'affaires israélienne à Madrid, à la suite d'un autre incident diplomatique survenu le dimanche des Rameaux. La police israélienne avait interdit l'accès à l'église du Saint-Sépulcre au patriarche latin de Jérusalem pour y célébrer la messe. Une décision qui a provoqué l'indignation du Vatican, qui a exprimé ses regrets à l'ambassadeur d'Israël près le Saint-Siège, et la préoccupation de Washington. La porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt a déclaré « Nous avons fait part de notre préoccupation à Israël. Nous voulons que les croyants puissent accéder à ces lieux saints. » Benjamin Netanyahou a finalement annoncé le rétablissement d'un accès total et immédiat au Saint-Sépulcre. Mais si le front diplomatique s'enflamme en Europe, la vraie bataille se joue ailleurs. Dans les chancelleries. Dans les coulisses des négociations. Dans les déclarations sibyllines des dirigeants américains. Donald Trump a multiplié les signaux contradictoires ces dernières heures. D'un côté, il affirme être en position de force. Il revendique un changement de régime en Iran, expliquant au Financial Times que les personnes avec lesquelles les États-Unis ont désormais affaire sont tout un autre groupe de gens, différents de ceux auxquels quiconque avait été confronté jusqu'à présent. Il précise, les frappes américaines et israéliennes ont tué le guide suprême Ali Khamenei et plusieurs hauts responsables de la République islamique. De l'autre, Trump reste volontairement flou sur l'identité du nouveau pouvoir iranien. Interrogé par le New York Post sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei présenté comme le guide suprême de facto, il a répondu « Nous ne savons pas. Nous pensons que probablement oui, il est en vie, mais dans un état extrêmement préoccupant. » Trump se donne une semaine environ pour savoir si le président du Parlement iranien Mohammad Bagheri Ghalibaf est disposé à travailler avec les Américains. Sur son réseau Truth Social, Trump a menacé d'anéantir l'île de Karg si les discussions avec Téhéran n'aboutissent pas rapidement, précisant « Nous conclurons notre charmant séjour en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Karg, et peut-être toutes les usines de dessalement. » L'île de Karg héberge le plus grand terminal pétrolier de l'Iran, qui assure environ 90% de ses exportations de brut selon une note de JP Morgan. Sa destruction serait une catastrophe économique pour Téhéran. Pourtant, en parallèle, et c'est là que la situation devient profondément complexe, le Wall Street Journal a révélé ce mardi matin que Trump aurait confié à des conseillers être prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine en Iran même si le détroit d'Ormuz restait largement fermé. La raison ? Une opération destinée à restaurer la navigation dans le détroit prolongerait le conflit bien au-delà des 4 à 6 semaines que Trump s'était lui-même fixé. Washington voudrait donc se concentrer sur la destruction de la marine iranienne et des stocks de missiles, tout en intensifiant la diplomatie pour obtenir la réouverture d'Ormuz et si cela échoue, en réclamant à ses alliés européens et du Golfe de prendre le relais. Ces révélations ont eu un effet immédiat sur les marchés, les bourses asiatiques ont limité leurs pertes et le pétrole a légèrement reculé, le baril de Brent perdant plus d'1%, tout en restant à un niveau historiquement élevé, au-dessus de 113 $. Car le détroit d'Ormuz est au cœur de tout. Cette voie d'eau étroite, par laquelle transite environ un cinquième du pétrole mondial, est fermée aux navires des nations impliquées dans le conflit depuis le début de la guerre.
Les conséquences économiques sont déjà massives, le baril avait dépassé les 115 $ en début de semaine, propulsant les prix à la pompe à des niveaux records près de 2 € le litre en France. L'Iran a laissé entendre que les navires non hostiles pouvaient bénéficier d'un passage en coordination avec les autorités compétentes. Et ce lundi, 2 porte-conteneurs du géant chinois COSCO ont effectivement traversé le détroit, le CSCL Indian Ocean vers 10h-14h française, suivi du CSCL Arctic Ocean 27 minutes plus tard. Signe que Pékin maintient des canaux ouverts avec Téhéran. Mais une commission parlementaire iranienne vient d'approuver un projet qui pourrait changer la donne de façon durable, l'instauration d'un péage sur le détroit d'Ormuz. Le projet prévoit des dispositions financières et des systèmes de péage en rial, la monnaie iranienne, une coopération avec Oman de l'autre côté du détroit, et surtout l'interdiction totale de passage pour les navires américains, israéliens et ceux des pays ayant imposé des sanctions à l'Iran. Si ce projet est adopté, il transforme le bras de fer maritime en structure permanente. C'est une déclaration de guerre économique à long terme. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bess a répondu depuis Fox News que les États-Unis prendraient le contrôle du détroit à terme. Un affrontement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui se dessine. La guerre a depuis longtemps débordé ses frontières immédiates. Ce lundi, l'Iran a conduit une attaque directe contre un pétrolier sous pavillon koweïtien, le Al Salmi, dans les eaux du port de Dubaï. Le navire était entièrement chargé. L'attaque a causé des dégâts sur la coque et un incendie à bord, avec un risque de marée noire. Les autorités du Dubaïote ont confirmé l'incident, précisant que l'incendie avait été éteint. Le gouvernement koweïtien a accusé l'Iran, tandis que l'armée iranienne, dans un retournement spectaculaire, a accusé Israël d'en être responsable. L'Arabie saoudite a condamné fermement les attaques iraniennes contre le Koweït, en citant également une frappe contre un camp militaire koweïtien et une usine de dessalement d'eau, cette dernière ayant tué un ressortissant indien et provoqué des dégâts matériels importants. Les Émirats arabes unis ont quant à eux annoncé avoir intercepté ce lundi 11 missiles balistiques et 27 drones lancés depuis l'Iran, portant le total depuis le début des représailles iraniennes à 425 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1941 drones interceptés. La Turquie, membre de l'OTAN, a annoncé avoir intercepté un 4e missile tiré depuis l'Iran en direction de son territoire. Des roquettes ont visé une base militaire irakienne dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad, une base qui abrite également un centre de l'ambassade américaine. L'armée syrienne a signalé une vaste attaque de drones contre plusieurs de ses bases à l'est du pays, près de la frontière irakienne. Et en Iran même, 2 personnes ont été exécutées ce matin, Babak Alipour et Pouya Gobadi, présentés par l'agence semi-officielle Tasnim comme des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien ayant participé à de nombreuses opérations terroristes à Téhéran. À Paris, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a évoqué la responsabilité de l'Iran dans un attentat déjoué samedi devant le siège de la Bank of America dans le 8e arrondissement. 3 personnes ont été interpellées. Le donneur d'ordre vient nécessairement de quelque part, a-t-il déclaré sur RTL. L'Iran étend son champ d'action bien au-delà de la région. Téhéran a également menacé de frapper les universités américaines au Moyen-Orient et en Asie occidentale, une menace prise suffisamment au sérieux pour que l'université américaine d'Erevan, en Arménie, bascule ses cours entièrement en ligne ce lundi, par excès de prudence, selon son communiqué. L'impact économique mondial se fait sentir partout. En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé la réduction de moitié de la taxe sur les carburants, 31 centimes d'euros par litre pendant 3 mois. Les Philippines ont acheté en urgence près de 2,5 millions de barils de pétrole russe par extrême nécessité, selon un document boursier officiel. Le cours de l'aluminium a bondi de plus de 4% après des attaques iraniennes contre 2 des plus grandes fonderies mondiales de ce métal dans le Golfe. Et en France, le sujet du carburant à près de 2 € le litre domine les préoccupations quotidiennes. Les Français ne sont pas les seuls à chercher une sortie. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a lancé un appel direct à Donald Trump lors d'une conférence à l'Égypte Energy Show. « S'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous à mettre fin à la guerre. Vous en êtes capable. » Pendant ce temps, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi appelait depuis X l'Arabie saoudite à expulser les forces américaines de son territoire. Il est grand temps, a-t-il écrit. Volodymyr Zelensky, de son côté, a évoqué la possible utilisation de drones maritimes ukrainiens dans le détroit d'Ormuz, une déclaration qui signale l'implication mondiale d'un conflit parti de la région. Lors d'une tournée dans le Golfe, il a également annoncé des accords historiques de coopération en matière de défense aérienne avec des pays de la région. Sur le front parlementaire israélien, 2 décisions majeures ont été prises ces dernières heures. D'abord,
l'adoption du budget 2026, qui alloue plus de 30 milliards de shekels supplémentaires, soit environ 8 milliards 300 millions d'euros au ministère de la Défense, portant son budget total à 142 milliards de shekels, dans le cadre de ce que le gouvernement appelle l'opération Lion rugissant. Le budget total de dépenses pour 2026 s'élève à environ 850 milliards de shekels, soit 235 milliards d'euros. Ensuite, l'adoption d'une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes votée à 62 voix contre 48 en troisième lecture, avec le vote favorable de Benjamin Netanyahou lui-même. Dans les faits, ce texte introduit par l'extrême droite ne devrait s'appliquer qu'à des Palestiniens reconnus coupables d'attaques anti-israéliennes. L'autorité palestinienne l'a immédiatement dénoncé comme une tentative de légitimer des exécutions extrajudiciaires. Le Hamas a parlé de politique sanguinaire. Netanyahou, lui, a accordé une interview à la chaîne américaine conservatrice Newsmax pour déclarer qu'Israël a clairement dépassé la moitié du chemin dans ses objectifs de guerre contre l'Iran. Le régime va s'effondrer de l'intérieur, a-t-il affirmé. Mais pour l'instant, ce que nous faisons, c'est altérer leurs capacités militaires, balistiques, nucléaires, et les affaiblir de l'intérieur. Sans fixer de calendrier. Et sur le plan militaire, l'armée française, engagée dans la défense aérienne de la région, a abattu plusieurs dizaines de drones iraniens au moyen de missiles Mika tirés par des rafales, selon le major général Dominique Tardif. Des systèmes supplémentaires ont été déployés, des chasseurs, des munitions et 2 systèmes de défense solaire SAMP étaient capables d'intercepter des missiles balistiques. La France est dans la guerre, même si elle n'est pas en guerre. Voilà où nous en sommes. 32 jours après le déclenchement de ce conflit. Un mois pendant lequel le monde a basculé. Le détroit d'Ormuz est devenu une arme. La diplomatie court derrière les missiles. Les casques bleus meurent sous des tirs dont l'origine fait débat. Et les 2 grands acteurs, Trump et Netanyahou, revendiquent chacun des victoires tout en laissant entrevoir des sorties de crise qui ne se matérialisent pas. La grande question qui va structurer les prochains jours est celle-ci: est-ce qu'un accord diplomatique peut encore émerger avant que l'escalade ne franchisse un seuil de non-retour? Trump se donne une semaine. Les marchés espèrent. L'AIEA surveille. Et pendant ce temps, à Tel Aviv ce matin, les voitures brûlaient encore dans les rues de Bnei Brak. Alors, vous qui regardez cette vidéo, selon vous, Trump peut-il réellement obtenir une cessation des hostilités dans les jours qui viennent ou assistons-nous à une escalade qui échappe désormais au contrôle de tous les acteurs? Dites-le moi dans les commentaires. Ce débat est crucial et votre analyse compte. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a aidé à comprendre un peu mieux ce chaos, alors le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de laisser un pouce bleu. Ça prend une seconde et ça fait toute la différence pour qu'on continue ce travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rater aucune analyse. On se retrouve très bientôt.